Et pour cette première partie d'émission, écoutez, les séries éliminatoires s'en viennent. Fort probablement à Montréal, c'est sûr que vous êtes pas mal tous conscients de ça. Ça a été une grosse semaine, ça a été une semaine occupée, non pas juste avec ce qui se passe sur la glace, mais bien sûr en dehors de celle-ci. Beaucoup de nouvelles qui ont été cassées. Puis, qui de mieux avec nous pour discuter de tout ça que Marco D'Amico pour RG Media. Marco, merci beaucoup de un, d'avoir accepté notre invitation et de deux, comment ça va? Comment a été ton dernier 7 jours? L'homme de l'heure au Montréal. À Montréal c'est un bon petit marathon, là, je dirais, là, mais c'est ça la job quand tu couvres le Canadien de Montréal. Il faut toujours être prêt. Puis des fois, il y a de l'information qui drop devant toi, puis c'est ta journée. C'est ça que ça a donné. Honnêtement, t'as dû capoter quand tu as la nouvelle avant tout le monde, sérieux. Ça devait être vraiment quelque chose. C'était... je pense que j'ai perdu 10 livres en 3 heures. Je vais être franc avec vous, là. C'est recevoir de l'information de cette importance-là et de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit pendant 3 à 4 heures. Moi, je suis un gars très impatient dans la vie. Je fais ce que je veux quand je veux, puis c'est le temps. Puis de me faire dire tu dois attendre, alors que ça se peut que d'autres journalistes, des insiders prennent cette information-là, ben c'est la vie. Donc, c'était un peu stressant, mais pour les partisans, j'étais juste très content parce que la bonne nouvelle s'en venait, que ça venait de ma bouche ou ça venait de la bouche de quelqu'un d'autre. Puis c'est pour moi, pour la culture sportive au Québec puis à Montréal, je pense que c'était juste un très grand plus. Puis j'avais juste hâte d'avoir la bombe. C'est sûr que... Vas-y, Pop. On va faire une petite mise en contexte, voir un peu comment ça s'est passé la journée de mardi, parce que comme tu l'as expliqué cette semaine un peu, au départ, tu parlais juste avec Demidov pour faire une entrevue pour un texte pour RG Media. Puis, ce que je comprends, c'est que pendant l'entrevue, Ivan Demidov apprend que son contrat est résilié, il signe avec Montréal et s'en vient officiellement en Amérique du Nord. Fait que, dans le fond, toi, tu t'es levé un matin avec le timing parfait pour ça, là. Pour une entrevue qui était setée des semaines à l'avance, là. Ouais, c'était de la grosse chance. Écoute, pour moi, une fois on était supposé de le parler aux alentours de le match des étoiles de la KHL, puis veut pas, c'est ça que ça l'a donné. C'est qu'on arrive dans le spot et on se fait dire OK, tu as à peu près 1 heure avec, go. Puis ça l'a donné que c'était ce mardi-là. Le jour auparavant, on s'est fait dire qu'il n'était pas confiant de pouvoir faire quelque chose pour la terminaison de contrat. On est en train de le parler 18 heures plus tôt et ça ne l'a pas donné. Donc, 18 heures plus tard, on est en train de le parler avec mon collègue Pavel en Russie et mon boss et soudainement, je me suis fait dire on doit mettre pause à l'entrevue. Quoi, il a besoin d'aller aux toilettes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a besoin de faire une pause? Non, il a besoin de parler aux Canadiens de Montréal. OK. Cool. Je peux comprendre que peut-être qu'il y a un appel de conférence et c'est ça que ça donne, puis on verra bien. Mais le problème étant, quand il est revenu, la première question qu'on avait avec, puis c'était pas donné, là, c'était la prochaine question sur la liste, c'était est-ce que tu as hâte d'éventuellement jouer un match pour le Canadien de Montréal? Et sa réponse était oui, j'ai très hâte de jouer des matchs avec le Canadien de Montréal avant de la fin de la saison. Oh. Puis là, on se regarde tous, puis on a fait genre qu'est-ce qui a changé? Viens-tu de nous annoncer que tu viens de signer, là? C'est ça la c'est ça. Fait que là, on a discuté avec son agent Dan Milstein qui a confirmé que ils avaient, à ce moment-là, terminé le contrat en KHL. Puis ils allaient venir et être prêts pour venir à Montréal dans la semaine. Puis là, cette situation elle a évolué même après ça. Mais il faut comprendre que ceci était 11 heures, à peu près 11 heures, 10h30. Et donc, on s'est fait dire, s'il vous plaît, ne dites rien. Parce que si l'information sort avant qu'il arrive aux douanes ou que le SCA ne fait pas une annonce, ça peut l'affecter puis ça peut retarder le processus comme ça l'a fait avec l'autre client qui, là, Ilya Sorokin,
en 2020, c'était un peu la même situation. Quelqu'un est sorti, qui a signé son contrat, ils l'ont gardé aux douanes pendant 2 jours. My God. Fait que là, c'est ça, t'as dû attendre vraiment que le SCA confirme la nouvelle, mais tu sais, à quel point c'est difficile dans ton métier de journaliste de hey man, faut vraiment que j'attende. Puis, tu sais, justement, on l'a dit en entrée, là, t'as comme cette petite pépite-là que tu sais qui va causer un véritable explosion, un véritable feu d'artifice à Montréal. Comment est-ce que tu as dû dealer avec ça, toi? Ouais. Écoute, quand j'ai su, j'ai mis un espèce d'emoji de yeux sur Twitter. Ça, je l'ai vu passer dans la journée. Okay. Puis, je me suis fait dire que c'est la seule chose que je pouvais faire. Puis là, 2 heures plus tard, on se fait dire, OK, Roman Rothenberg va sortir un communiqué pour confirmer le tout. Fait qu'on avait l'article, l'entrevue, tout était prêt. Puis là, je reçois le feu vert de mon boss et Dan Milstein et on pèse start. Et ensuite, tout le monde à Montréal explose. Puis, honnêtement, là, c'est une chose vivre quelque chose comme ça en étant quelqu'un qui reçoit la nouvelle. C'est quelque chose de complètement différent quand c'est toi qui donnes la nouvelle. Ouais. Et honnêtement, mon téléphone, il fallait que je l'éteigne. Parce que ça vibrait de chaque bord et de l'autre. Tout le monde voulait appeler, tout le monde voulait ci. Je me suis quasiment mis en privé sur Twitter parce que c'était tellement... J'avais genre 150 DM en 5 minutes. Ah ouais, c'était hallucinant. Mais pour moi, l'affaire que j'ai suivi sur X de mon ordi, qui était plus safe parce que je ne reçois pas toutes les notifications. Puis c'était juste de la beauté, de voir l'amour et le niveau de content et de l'euphorie des partisans de la Canadienne de Montréal. C'était quelque chose de tellement pur. Puis je pense que que le monde me donne crédit ou non, ça me dépasse. Mais de pouvoir être la personne qui a donné ceci comme nouvelle et de voir la réaction, je pense que pour moi, ça vaut tout le crédit au monde. Ça, là, je ne l'échangerais pour rien. Je vais te poser une question, Marco, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, OK? Parce que tu as été sur le cas d'Emidov dans les derniers mois, un peu comme le collègue Nicolas Cloutier qui était à TVA, qui a suivi un peu le dossier, qui a entretenu des liens justement avec le clan d'Emidov au courant de l'année et tout ça. Quand tu t'es levé mardi, après avoir vu le texte qui a été publié en Russie de OK, Ivan Demidov pourrait vraiment résilier son contrat avant la date fatidique du 31 mai. Sur une échelle de 1 à 10, c'était quoi ton niveau d'optimisme qu'on ait une libération avant le début des séries sur 10, mettons? Mardi matin? Ouais. Quand tu t'es levé mardi matin avant l'entrevue, là? 1 sur 10. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis. Le niveau de choc. Parce qu'encore une fois, Dan Milstein nous a dit le jour d'avant qu'ils n'étaient pas optimistes de pouvoir sortir une terminaison. Absolument pas. Fait comme tout le monde au Québec, tu as eu l'information, tu as été surpris en même temps que tout le monde, autant que tout le monde au Québec pour la terminaison de contrat au 31 mai. Puis, voyais-tu aussi, comment que ça se passe aussi les communications en Russie aussi? Parce que, tu sais, ça doit pas être évident d'appeler quasiment le club de l'Armée Rouge non, ça c'est essayer d'avoir une entrevue, là. Ça, c'est l'autre équipe, le CESCA. Mm-hmm. Mais, tu sais, quand tu regardes, moi, j'étais plus... C'était en tandem avec le SCA. Ils nous ont donné permission. Ils voulaient juste s'assurer qu'on n'a pas dit rien de fou. Mm-hmm. Mais, heureusement, on a des bonnes relations avec son agent, avec l'équipe. Et ça l'a donné qu'on a pu sortir cette information-là quand on l'a fait, sans problème. C'est certain que l'accès, écoute, il n'y a pas eu un média en Amérique du Nord qui a parlé à Ivan Demidov cette saison, sauf nous. Donc, ça te dit à quel point c'est difficile de rentrer en contact. La seule raison qui nous a donné accès à lui, c'est parce qu'on avait un journaliste russe de très grands estimes qui a été comme le middleman dans la situation. Donc, c'est rare. Puis maintenant, si on joue un peu sur l'ordre chronologique des choses, c'est sûr, tu sais, Marco, tu connais le marché montréalais, mais est-ce que la réaction des partisans au point même d'aller l'accueillir à l'aéroport Pearson à Toronto, c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Oui.
Ouais. Écoute, je m'attendais parce que c'est moi qui... Mon boss, mais moi aussi, parce que mon nom est attribué à l'article, mais c'est mon boss qui a mis les coordonnées de son vol dans notre article. Est-ce que je m'y attendais? C'est moi qui s'est viré le bord à mon boss, puis j'ai fait comme... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de... Ouais. On peut dire qu'il s'en vient de la Turquie à Toronto aujourd'hui, le monde va pouvoir le trouver, mais si tu vas vraiment mettre le numéro de vol, tu sais qu'est-ce que tu fais. Il dit, ben, on l'a eu de son camp. Fait eux autres aussi, ils s'attendent à quelque chose. Là. Fait j'ai vu beaucoup de monde qui se sont dit, peut-être Demidov, il n'a pas aimé ça, puis il a fait un long vol, puis il ne veut pas se faire achaler. Non. Il était très content de la réception qu'il a eue. Le live stream de Tony, it is what it is. C'est ça le média de partisan. Là. C'est pas un média traditionnel, c'est un média partisanal. Puis c'est là de la passion. Puis c'est ce genre de passion-là. En Europe, ceci est totalement normal. Et même s'il y en a qui sont assez vieux pour se souvenir de l'arrivée de Didier Drogba avec le CF Montréal, l'aéroport était un cirque quand il est arrivé. C'est pour ça que je dis 30 personnes et 3 médias avec leurs caméras, là, c'était rien de gros. Donc, le Canadien s'attendait à quelque chose comme ça. Pas grand problème. Ils se disent qu'au bout du compte, écoute, c'était minuscule comparé à ce que ça pourrait être à Montréal s'il aurait arrivé ici. Donc, aucun stress. Puis je dois vous dire que lui, il est très excité. Il s'attendait simplement à le rentrer dans la formation lundi contre Chicago et de lui donner le meilleur départ possible. Parce que jouer immédiatement de même contre Ottawa ou Toronto sur la route aurait été très difficile. Juste le décalage horaire, je veux dire, le gars arrive de Russie, c'est sûr, puis il vient d'un vol de 10-11 heures, juste ce vol-là pour arriver à Toronto, ça a vraiment dû être quelque chose, puis justement, c'est cet accueil des partisans-là, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui, sur le coup, des réactions qu'on a vues de « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, on a l'air fou, on a l'air bien trop craqué », mais tu le dis, au soccer en Europe, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, puis c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins dans la culture nord-américaine sportive. On l'a vu pour Didier Drogba, mais au hockey, mettons, c'est rare qu'on voit ça. En fait, on voit jamais ça au hockey. Puis de voir que c'est quand même arrivé à Toronto, moi je trouve que ça démontre que ces partisans-là du Canadien, clairement, attendent Demidov. On l'aime déjà. Le gars n'a même pas joué 1 minute. Il est déjà hyper aimé en ville. Puis, tu sais, moi, je pense pas, tu me diras ce que tu en penses, Marco, là, mais je pense pas que c'est vraiment un petit comité d'accueil de 30 personnes. Quand il était entouré par de la sécurité, c'était super bien géré. Puis, tout le monde a été super respectueux. Je pense pas que ça va vraiment casser le kid ou quoi que ce soit. Là. Je pense qu'il est fait un petit peu plus fort que ça aussi. Oh my God, oui. Écoute, ce gars-là a de la pression sur les épaules depuis qu'il y a 15 ans avec le SCA. Lui et Michkov sont vus, puis j'ai beaucoup de monde en Russie qui m'ont dit ça. Ils voient Michkov et Demidov de la même façon qu'ils ont vu Ovechkin et Malkin en 2004. Wow! C'est pas rien ça, hein? C'est les deux meilleurs d'une génération selon eux. My God. Juste à vous dire, l'attente, puis c'est la même chose, ça l'explique beaucoup de Michkov et la façon dont il était capable de jouer cette année avec les Flyers, qui est quand même un gros marché américain. Lui, la pression, il en mange aussi. Là. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez Michkov être capable de s'acclimater dans cette situation-là, mais je pense que ça va être exactement la même chose avec Demidov, parce que selon moi, ça va être les deux meilleurs Russes de leur génération. Puis tu as des collègues en Russie, puis tu as du monde que tu connais là-bas qui couvre quotidiennement les activités de la KHL. Comment eux évaluent Matvei Michkov versus Ivan Demidov? Est-ce qu'on est vraiment sur un pied d'égalité? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque l'un et l'autre? Qu'est-ce qui différencie un peu les deux joueurs selon toi, selon ce que tu as entendu de tes collègues en Russie? Comment je pourrais dire? Demidov est un gars qui est plus... qui n'a pas nécessairement le talent de marqueur pur d'un Michkov. Michkov va en marquer une quarantaine de façon annuelle d'ici peu. L'autre affaire à prendre en considération, Ivan Demidov est plus physique, même si ça ne veut pas dire que Michkov ne l'est pas. Michkov peut prendre il peut se faire plaquer. Il a un bon sens de gravité. Il est très solide sur ses patins pour un joueur de plus petite taille. Mais Demidov est plus apte à donner des coups d'épaule, d'aller dans les coins, de se battre devant le filet pour une rondelle. Donc, plus
exactement, plus ça. C'est vraiment. Puis, je dirais, le jeu de passeur d'Ivan Demidov est une coche de plus que Michkov. Et Michkov est un très bon fabricant de jeu aussi. Donc, deux joueurs vraiment excellents que je m'attends qu'ils soient des joueurs de 90 à 100 points s'ils sont bien entourés. Donc, pour moi, question, encore une fois, de bien entourer un joueur. Je te mets un peu sur le spot. Une question, Evros, tu l'as déjà entendu, là. La meilleure comparaison d'un joueur dans la Ligue nationale en ce moment pour Ivan Demidov, c'est Kirill Kaprizov. Okay. J'ai la même pas parce que sont russes. Puis je dirais qu'un autre joueur, malheureusement aussi russe, mais c'est le même type de style, c'est Kucherov. Donc vraiment ce genre de joueur cérébral avec des mains qui ne sont pas de cette réalité en ce moment. Et juste un bon sens du jeu élite, capable de faire des jeux de 2 secondes en 0.5 secondes. Donc, c'est vraiment juste quelque chose qui va changer la donne une fois qu'il est habitué et qu'il se développe. Je ne dis pas que ça va venir immédiatement non plus. Marco, on a préparé quelques questions qu'on va te poser pour Ivan Demidov dans l'immédiateté et dans le futur. À commencer avec, pour cette saison, avec qui est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est... Je peux vous donner la réponse Martin Saint-Louis, puis je peux vous donner la réponse Marco D'Amico. Vas-y avec les deux pour le fun. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je le mettrais avec Newhook puis Laine. Je pense que ce serait très cool de pouvoir voir Laine se faire vraiment juste feeder la POC de ce contexte-là. Parce que Laine tire si je me trompe, Laine tire de la gauche aussi. Je veux juste aller vérifier ça. Là. Ça fait Laine est droitier. Laine est droitier, parfait. Fait que si tu les joues parce que Laine est un droitier qui joue à gauche. C'est ça. Ouais. Et tu as Demidov qui est un gaucher qui aime jouer à droite. Donc, les deux iraient très bien ensemble en termes de jeu. Puis, personnellement, avec Newhook comme centre qui peut rentrer dans la zone avec rapidité, ça l'enlève un peu de la responsabilité à quelqu'un comme Demidov. Mais Martin Saint-Louis pourrait se dire, tu sais, pour son premier match, on va l'essayer avec Jake Evans puis Yoel Armia, qui sont deux joueurs très safe sur le quatrième trio, pour ne pas trop brasser la soupe et trop le mettre dans une position qui lui, croit qu'il n'est pas favorable aux joueurs. Et ensuite, lui donner du temps sur l'avantage numérique. C'est la recette Martin Saint-Louis avec les joueurs qui ont commencé. Lane Hudson, son premier match, c'était un peu comme ça. Il a donné un peu plus de corde le dernier match de la saison l'année passée. Mais son premier match contre Détroit, il a été un peu plus conservateur. Puis on se souvient tous de ce qui s'est passé avec Juraj Slafkovský sur le quatrième trio pendant des mois. Donc, je ne sais pas, honnêtement. Puis je ne serais pas surpris qu'il joue avec un gars comme Evans. Mais moi, personnellement, un gars comme lui qui vient de finir les séries, qui a joué quasiment 20-27 minutes par match, moi, j'y donnerais tout le luxe au possible. On veut voir ce que tu peux faire. C'est sûr qu'il y a l'année quelque part. Vas-y. Je rebondis sur le powerplay que tu disais. Est-ce que tu le vois jouer sur la première vague en partant ou la deuxième, puis éventuellement monter sur la première? La deuxième, puis éventuellement bouger sur la première. Moi, personnellement, je pense que Slafkovský va se trouver sur la deuxième vague où ils vont essayer de tasser Laine puis ils vont remettre Cole Caulfield à sa position originale puis ils vont mettre Juraj Slafkovský devant le filet. Et ils vont utiliser le même... Personnellement et idéalement, j'aimerais qu'ils utilisent le même système de diamant qui est utilisé à Tampa Bay où tu as un gars comme Braden Point dans le milieu. Puis après ça, d'un bord, tu avais Stamkos, l'autre bord, tu avais Kucherov, tu avais Edman à la pointe et quelqu'un devant le filet. C'est ce diamant-là que j'aimerais voir le Canadien utiliser, puis avoir un gars comme Demidov qui est capable de prendre le tir, le one-time du cercle droit en étant un gaucher. Je pense que ça donnerait 2 options de tir à la place de tout le monde qui sait que la POC s'en va à quelqu'un comme un dénommé Laney. Ouais, c'est ce qu'on voyait un peu avec Slafkovský en fin de saison dernière. Il se faisait utiliser justement à droite sur le one-timer. Je dois juste penser à un gars comme Patrick Laine qui voit le prospect là, de recevoir des passes d'Ivan Demidov. Maudit qu'il doit être content. Oh, c'est la même situation que quand Lane Hudson s'est aventuré sur le premier avantage numérique. Tout le monde a fait comme « wow ».
Wow, ça doit être le fun, un bon passeur. Puis si on projette un peu dans le futur, Marco, là, j'ai besoin que tu utilises ta boule de cristal. Ça va être qui son centre l'an prochain? Soit quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un qui est agent libre ou peut-être même issu du repêchage? Il n'y a personne de ce repêchage qui va être son centre. Ça, je peux vous le dire maintenant. Là. Ou pas dans une éventualité dans les 2 ou 3 prochaines années. Ni Michael Age, mettons, en exemple. Michael Age à la saison prochaine, non. Moi, je pense que si les Canadiens veulent faire les séries absolument l'année prochaine, ils se doivent d'aller chercher un vrai deuxième centre. Donc, je ne peux pas vraiment spéculer sur qui, parce que la saison n'est pas terminée, on ne sait pas qui est disponible, on ne sait pas qui va se rendre à l'agent libre. Mais je dois vous dire, ça ne peut pas être Kirby Dach et ou Alex Newhook. Ça doit être meilleur que ça, parce que tu ne peux pas te permettre de continuer à expérimenter à ce point-ci à une position aussi importante. On a une campagne de propagande, mais en tout cas, Félix a une campagne de propagande sur ce podcast-là depuis quelques semaines. Lui, il voit un gars comme Matthew Beniers éventuellement arriver à Montréal. C'est son souhait ultime. Il nous en parle depuis plusieurs semaines jusqu'à nous en casser les oreilles un peu. C'est ça son agenda un peu. Qu'est-ce que tu en penserais, Matthew Beniers? Est-ce que c'est un bon fit? Sans dire si ça va arriver. Ça peut être un bon fit pour un deuxième centre à Montréal. Un très bon fit. Déjà, un gars qui est signé à long terme, un gaucher, très bon dans les mises au jeu. Donc, ça remplit déjà toutes les cases qui manquent. Moi, je pense qu'avec des joueurs offensifs, mettons un Demidov, ça peut redevenir un centre de 60-70 points dans une bonne situation. Un gars qui pourrait facilement jouer sur sa deuxième vague d'avantage numérique. Ta première, au moins pour débuter, si tu as besoin d'un gars qui peut gagner les mises au jeu, parce que Nick Suzuki en arrache ces temps-ci. Et en même temps, pour moi, c'est un gars qui a déjà joué avec Cole Caulfield à l'international pour l'équipe Canada. L'équipe américaine. Donc, il n'y avait pas une très belle chimie dans le temps. Là. Je pense qu'il y avait beaucoup qui l'harcelaient, mais il faut aussi comprendre que le gars il avait 17 ans dans le temps. Là. C'était son année de repêchage versus des gars de 20 ans. Donc, peut-être pas la même chimie, mais la chimie s'est développée. Et une des choses que j'adore de lui, que les centres canadiens ne font pas assez, c'est qu'il est très bon à transporter la rondelle. Donc, très belle cible, mais oh boy que le prix va être élevé pour aller chercher un joueur comme ça. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai identifié le Kraken de Seattle il y a à peu près un mois comme étant un partenaire d'échange idéal parce qu'il y a trop de centres en ce moment. Chandler Stevenson, Shane Wright joue quasiment à 4, puis il y a une meilleure saison en ce moment qu'un gars comme Beniers. Tu as Beniers aussi, Jared McCann qui est rendu à l'aile aussi. Donc, ils ont de l'option, puis ils ont besoin de défenseurs. Donc, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Tu as compris ma vision. Tu vois, tu as la même vision que moi, j'aime ça. Je suis pas fou. Des fois, j'ai peut-être des bons flashs de même encore, ça me rassure. Ouais, mais c'est un joueur que je verrais une équipe comme... Parce qu'il faut aussi prendre en considération, ils ont repêché Berkeley Catton, qui lui aussi est un centre, 8e au total. Puis il y a eu une saison de monstre et je ne crois vraiment pas qu'il va retourner dans les rangs juniors. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est sa 2e saison consécutive de 100 points et plus. Tu n'as rien de plus à gagner là-bas. Je pense qu'ils vont le faire jouer avec Seattle l'année prochaine. Donc, encore une fois, tu vas devoir tasser quelqu'un. Et je crois que Beniers, avec la saison que Shane Wright a eue, pourrait être une option de gars qui se fait tasser. Exact. C'est sûr. Maintenant, pour les matchs à Demidov qui vont être contre les Blackhawks et contre les Hurricanes, du moins pour la saison régulière, le vois-tu marquer son premier but en NHL? Ce serait poétique qu'il marque son premier but en carrière contre le Blackhawks de Chicago. L'équipe qui a passé par-dessus pour aller chercher Artyom Levchunov, qui va être sa glace, notamment. Donc, c'est ça qui le rend assez cool, assez drôle. Mais selon ce que je vois ou selon ce que je comprends, le Canadien veut plutôt l'acclimatiser à la situation que simplement le voir faire le but puis lever les partisans de leur siège. Moi, personnellement, je pense que le kid va être sur l'adrénaline, pas à peu près. Il va essayer de faire tout sur son possible. Puis je pense que le Canadien, vers la fin du match, si les Canadiens sont en train de gagner, je pense que la corde va être un peu lousse. On enlève les petits trous en arrière. Ça me surprendrait même pas, juste pour niaiser, de voir un gars comme Suzuki jouer avec Demidov pour un shift ou deux, juste pour lui donner un peu cet accès-là.
et peut-être des bonnes chances de marquer pour qu'il aille chercher son premier but. Mais tout dépend de comment le Canadien de Montréal débute le match et s'ils sont capables de sortir de là avec au moins une avance en début de match. Et une avance en début de match, c'est pas facile ces temps-ci, par exemple. Ça va prendre un petit miracle. Pour ce qui est de son but, disons, dans un monde parfait, il marque. Là, c'est important, un premier but dans une carrière. Est-ce que tu perçois ça comme étant un beau but, comme on l'a vu marquer en Russie, ou au contraire, ça va être un garbage goal? Tiens, lève-là ton premier but. Ça va être un Ryan Leonard special, ça va être un empty net en troisième Honnêtement, là, je vais être franc avec vous, là, en bon québécois, je pense que tout le monde s'en balance. Tant qu'il marque. Tant qu'il marque, je pense que les partisans vont être très, très, très contents. Tu sais, c'est un gros moment pour un kid comme ça. Puis, tu sais, la dernière fois, écoute, les gars, la dernière fois que j'ai dit au monde de se calmer envers un espoir, mes mots exacts étaient ben, attendez-vous pas à ce que Ryan Poehling marque un tour du chapeau ce soir non plus, là. Fait que depuis ce moment-là, puis je sais qu'il y a du monde qui vont voir ça, qui me connaissent qui me connaissaient en 2019, qui vont dire oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Je ne m'avance plus depuis ce moment-là sur comment est-ce que le début d'un joueur va ressembler. Honnêtement, bonne raison. Moi, je te donne, c'est super légitime comme raison. Mais là, si tu veux t'aventurer plus, est-ce que là, on a connu la fameuse clause dans son contrat, là, son bonus de s'il gagne le Conn Smythe. Il gagne-tu le Conn Smythe? Écoute, si le Canadien se rend loin en série, ça va être en grande partie à cause du fait qu'il s'est acclimatisé à la Ligue nationale assez vite. Ouais. Mais si j'ai déjà donné un MVP du Canadien pour cette saison-ci, puis en regardant son historique, je pense que ça lirait à un gars comme Nick Suzuki. Ouais. S'il se rendre à ce point-là, c'est parce qu'il s'est vraiment hissé de centre numéro 1 à centre élite durant les séries. Mm-hmm. Non, définitivement. Puis Marco, comment tu vois ça aussi, la situation de l'autre bord de l'Atlantique? Parce que depuis 2 ans, on se fait marteler en Amérique du Nord que Matvei Michkov, Ivan Demidov, c'est des red flags à cause de leur contrat en Russie. Et là, on voit 2 ans plus tard, concrètement, les 2 joueurs n'ont même pas 20 ans, ils sont déjà en Amérique du Nord. Est-ce que c'est peut-être une leçon que des dirigeants et ou des partisans et des équipes peuvent prendre pour le futur avec les joueurs en Russie pour les prochaines années? Écoute, je pense que est-ce que les clubs en Russie peuvent retarder le processus? Oui. Est-ce qu'ils vont arrêter un jeune d'aller en Amérique du Nord? Non. Je pense qu'on l'a vu, là. Arrêtez-moi cette frénésie de la guerre froide, c'est fini, cette affaire-là. Là. Puis honnêtement, le positionnement de certains mondes dans le domaine des médias qui ont martelé sur la possibilité de Michkov et l'aspect russe, non. Ça n'a aucun sens, puis de détruire sa personnalité, puis parler de lui de façon négative. On parle d'un jeune de 19 ans. Ça, je n'ai vraiment pas apprécié. Mais je peux vous dire que la peur russe n'existe pas avec le Canadien de Montréal, avec Nick Bobrov en task. Donc, encore une fois, sans être négatif, le Canadien avait Ivan Demidov dans sa soupe alors qu'il avait déjà à prendre une décision sur Michkov. Il n'y avait pas d'aspect russe. C'est juste qu'ils voulaient, selon eux, le bon pour leurs besoins, pour leur culture, selon eux. Je ne veux pas être ici à défendre le choix. Personnellement, sur ma liste, j'avais Ryan Leonard en avant de David Reinbacher. Donc, même si ce n'était pas un gars comme Michkov, avec ma liste, j'aurais pris un gars comme Ryan Leonard à la place de Ken Hughes. Mais je comprends que tu dois construire un club puis essaye de trouver un défenseur top 4 sans devoir payer 4 fois la valeur marchande pour aller le chercher. Donc, je peux comprendre la stratégie. Là, c'est malheureux à cause des genoux à Reinbacher et les blessures. Mais quand il jouait à Laval, il était un joueur très impressionnant. Donc, je ne dis pas que c'est fini dans ce contexte-ci, mais je peux comprendre la frustration. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien a pu sortir de le repêchage de 2024 avec, selon moi, 2 des meilleurs joueurs offensifs de cette QV. Selon moi, top 10 en termes d'offensif de cette QV avec Michael Hage et Ivan Demidov. Le reste, on verra. Puis, dernière question, Marco, puisque là, on est dans un contexte où Lane Hudson est favori présentement pour gagner le Calder pour recrue de l'année. Ouais. Breaking news, c'est fait, c'est fini.
Il l'a gagné. Attends, c'est pas juste c'est fait, c'est C-E-F-E-T-T-E. C'est fait. Avec un E, là, c'est ça. Shout-out à Marc-André Perrault, qui était avant avec TVA Sport, qui est maintenant rendu à Gatineau comme policier. Lui, Oui. il a rendu cette quote-là absolument hallucinante. Ah, Mais, écoute, avec tous les journalistes avec qui j'ai parlé qui ont un droit de vote, il n'y en a pas un qui n'a pas Hudson. Avec qui j'ai parlé, j'en ai parlé avec au moins 10. Et écoute, quand tu es à un point où est-ce que tu bats des records, j'aime bien Matvei Michkov. Je pense qu'il va être un joueur électrisant. Est-ce qu'on peut peut-être dire que Tortorella l'a coûté le Calder? C'est un bon débat à avoir. Puis je pense que c'est une bonne. Je comprendrais les arguments des deux côtés. Mais le fait que Lane Hudson a plus de points, juste de points, qu'un gars comme Matvei Michkov et que les partisans des Flyers doivent aller utiliser une stat axée vers des attaquants comme points par 60 minutes, je m'excuse, mais tu dois vraiment tirer à rien là, pour aller chercher des arguments parce qu'il n'y en a vraiment juste pas. Lane Hudson est un joueur qui est présentement un numéro 1 dans cette équipe-là, en ce moment, en termes de tout ce qu'il fait, qui est capable de pousser le momentum offensivement sans faire mal à l'équipe défensivement, même il est rendu positif en défensive dans son année, recrue dans une poussée vers les séries. Sans Lane Hudson, le Canadien ne sont pas en série. Même pas proche. C'est ça. Donc, pour moi, quand tu regardes l'englobe du jeu et le fait qu'il y a déjà plus de points que Matvei Michkov, c'est pas sa faute qu'il doit jouer 25 minutes sur la glace. Sa priorité, c'est d'arrêter les buts de rentrer dans son filet. Puis en plus de ça, il est meilleur que toi offensivement. Donc, écoute, pour moi, c'était plus un débat. Le seul et vrai, je vous dirais, le seul et vrai rival jusqu'à récemment était pour moi un gars comme Dustin Wolf parce que ses statistiques, à un moment donné, il y avait genre un 920 d'efficacité. Puis la moyenne de la Ligue était en dessous de 900. C'est fou. C'est absolument fou de voir une recrue avoir un tel décal versus la moyenne de la Ligue. Donc, pour moi, ça, c'était historique. Ça, c'était la dernière fois qu'on a vu des choses comme ça, c'était Carey Price dans son année recrue. Donc, c'est de là où je suis prêt à m'avancer pour dire ce que Lane Hudson a fait est historique et rendu à ce moment-ci de l'année, ça peut être un match offensif, défensif, il va toujours être élite à sa position. Pour moi, c'est le Calder. Fait qu'est-ce que les Canadiens font back-to-back l'année prochaine? Il y a un certain jeune qui vient juste de signer aujourd'hui du nom de Ziv Bouyem, qui va être, selon moi, ça va être un reverse, ça va être la même situation parce que Ziv Bouyem me fait beaucoup penser à un gars comme Lane Hudson. Un peu plus gros, je pense qu'il est 6 pieds à la place de 5 pieds 10, mais le même type de défenseur peut jouer gauche, droite, va manger des minutes. J'ai peur pour la division centrale qui vont devoir dealer avec une paire qui va avoir, et non seulement Brock Faber, mais maintenant Ziv Bouyem. Imagine-moi cette paire-là pour les 10 prochaines années. Le Minnesota ne fait que bien repêcher depuis des années. Donc, bravo à eux. Et encore une fois, les Flyers de Philadelphie, oh boy. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait de sauter sur ce gars-là et ensuite se tenter la chance avec Jet Luchenko. Je pense qu'il va être un très bon joueur, mais jamais la valeur, spécialement avec les rumeurs qui vont potentiellement échanger un gars comme Cam York. Ben là, ça aurait été magique d'insérer Ziv Bouyem et échanger Cam York pour un centre qui serait prêt. 2020. Cam York, légende du Canadien de Montréal. Puis écoute, je rebondis parce qu'on parle de l'année prochaine pour Demidov. On a un auditeur qui nous a posé la question cette semaine sur Instagram. Pour toi, à quoi ça va ressembler la saison prochaine de Demidov? Mettons vite de même, juste en général. À quoi tu t'attends la saison prochaine pour Demidov? Puis est-ce que les fans du Canadien ont vraiment raison d'être emballés autant que ça pour Demidov ou on peut s'attendre quand même à une petite période d'adaptation? Tu peux t'attendre à une petite période d'adaptation, mais les partisans ont le droit d'être emballés, puis il s'est mérité avec la performance qu'il a faite. Si les Canadiens sont capables d'aller chercher un vrai deuxième centre, je ne serais pas surpris d'une saison de 65 à 70 points. OK. Compte tenu le style de Montréal et tout, là, ce serait très, très bon. Puis, écoute, en jouant, si
un peu comme à la Lane Hudson, s'il est capable de se hisser sur le premier avantage numérique assez vite l'année prochaine, ça pourrait dépasser le 70 points. Mais c'est ce type de joueur-là. Mais encore une fois, c'est difficile de projeter sans l'avoir vu dans la Ligue nationale avec certitude. Parce que moi, quand j'ai vu Lane Hudson les 2 derniers matchs l'année passée, je me disais 40-50 points. Puis là, on est rendu quasiment à 65. Donc, ça change la donne, mec, tu les vois dans leur rôle officiel. C'est juste une question de ça va être quoi la vitesse, à quel point il va être capable de se faire donner ce rôle-là. Et inversement, un match préparatoire qui tourne mal peut tellement arriver rapidement aussi. Lance pas ça dans l'univers, toi. On va voir ce que ça donne dans ce cas-ci, là, mais à date, les choses vont bien. À date, les choses vont bien. Ben, Marco, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sache que absolument tous les mots que tu viens de nous dire vont être retenus contre toi l'année prochaine. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on va tout pouvoir te renvoyer ça. Mais clairement, tu es un gars confiant dans tes prédictions. Puis on va garder ça avec nous pour le passage de Ivan Demidov à Montréal. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, les gars. À la prochaine. Ciao. Ciao, Mike.